Tout occupé à ses études, Fouroulou ignorait le drame de sa famille. À 16 ans, il avait conscience de jouer son avenir sur des théorèmes de géométrie et des équations d'algèbre, alors que ses camarades s'inquiétaient surtout de leur toilette et rêvaient aux jeunes filles. Fouroulou était susceptible et rancunier. Il en voulait à tous ceux de son village qui refusaient de le prendre au sérieux et qui riaient de la naïveté des Manrades. Au début de sa deuxième année de collège, après une excellente première année, il fallut tout lâcher. La bourse n'avait pas été renouvelée. On ne savait pourquoi. Le directeur attendit 1 mois, 2 mois. Fin décembre, ne voyant rien venir, il avertit les boursiers qui durent s'en retourner dans leur village tristement. Ce fut un deuil dans la maison des Manrades. Il n'était plus question de trouver encore de l'argent pour continuer à le maintenir à l'école. Cette pensée n'effleura personne. Ils savaient tous que Fouroulou resterait avec eux, qu'il redeviendrait berger, qu'on lui avait ouvert inconsidérément un espoir, et que maintenant il fallait déchanter. Au village, après le nouvel an, une fois les vacances terminées, on commencerait à s'étonner, puis ce seraient les railleries habituelles. Fouroulou, à cette idée, pleurait en cachette, se disait qu'il était déshonoré et qu'il ne pourrait plus se montrer. Pourtant, on ne l'avait pas renvoyé pour incapacité ou mauvaise conduite. Il revenait chez lui parce qu'il n'y avait plus d'argent. Le directeur avait promis d'écrire à l'Académie d'Alger. Il avait parlé d'omission, d'oubli, d'erreur. On ne pouvait pas supprimer d'un seul coup toutes les bourses d'un établissement. Mais comment faire entendre cela aux railleurs? Après Noël, Fouroulou passa une affreuse semaine à Tizi. Ceux qui le rencontraient commençaient par lui témoigner une pitié insultante qui le rendait malade. S'il tentait d'expliquer qu'on lui restituerait bientôt sa bourse et qu'il ne restait au village que dans cette attente, on hochait la tête et on lui conseillait de ne plus y songer. Il lui arrivait de se fâcher à en avoir les larmes aux yeux. Alors on riait de lui, on l'insultait. Fils de Ramdan, ils t'ont balancé, hein? Il te reste les chèvres, comme nous tous. Mais non, je retournerai à l'école. Avec l'argent de l'usurier, peut-être. Qu'est-ce que cela peut te faire? Tu es idiot. Au lieu d'aider ton père, tu vas le ruiner. Cependant, son père lui-même semblait ébranlé et regretter d'avoir engagé son fils dans une voie si difficile lorsqu'on est pauvre. Au cours de cette semaine, Fouroulou fut terriblement éprouvé. La bêtise sentencieuse des uns l'écœurait, la jalousie des autres le révoltait. Le sort était injuste, les hommes étaient injustes. Tout lui était hostile, mais il comprit à la longue que l'hostilité des gens, leur mauvaise joie, leur haine, venait de ce qu'on l'avait pris au sérieux. On l'avait cru capable de réussir, de relever les Manrades. Et maintenant, lorsque finalement arriva la lettre qui apportait la bonne nouvelle, il retourna à Tizi Ouzou, le cœur gonflé de joie, avec la farouche résolution de travailler jusqu'à l'épuisement pour réussir. Sa mère parla de porter une offrande à la Kouba.
mais lui savait très bien que l'offrande ne pourrait influer sur son destin. Il se savait seul pour un combat qui lui apparaissait sans merci. À l'âge où ses camarades s'éprenaient d'Elvire, lui apprenait le lac, seulement pour avoir une bonne note. Mais comme il débitait son texte d'un ton hargneux, au lieu d'y mettre, comme il se doit, la douceur mélancolique d'un cœur sensible et délicat, le professeur le gourmandait et Fouroulou allait s'asseoir plein de rancune. Fouroulou ne savait pas très bien comment le travail acharné le tirerait de la misère, lui et les siens. Mais il faut lui rendre cette justice. Il ne doutait pas des vertus de l'effort. L'effort méritait salaire, et ce salaire, il le recevrait. Lorsqu'il fut admis au brevet, ses parents, et même les gens du village comprirent enfin qu'il n'avait pas tout à fait perdu son temps. Mais le brevet offre peu de débouchés. Il faut encore affronter les concours. Fouroulou rêvait toujours d'entrer à l'école normale. Chaque année, aux grandes vacances, il revenait parmi les siens. Il avait alors le temps d'oublier la vie, et la ville l'oubliait. Il se transformait peu à peu, se laissait reprendre par les camarades, la djama, le café, les travaux des champs, le village tout entier. Et chaque fois, au 1er octobre, il fallait s'arracher de nouveau à la montagne pour débarquer en paysan parmi des condisciples qui hésitaient à le reconnaître, tout bruni, endurci par les tâches de l'été. Fouroulou, pourvu du brevet, retourna donc au collège. Il y allait pour une dernière année. Son diplôme lui donnait de l'assurance, bien que la situation matérielle de ses parents fût plus difficile que jamais. Au village, on ne le considérait plus comme un enfant. Son père, à tout propos, demandait son avis. Les oncles et les cousins l'invitaient aux réunions. Des gens venaient le consulter ou se faire écrire des lettres difficiles. On lui donnait de l'importance, mais Fouroulou n'en tirait aucune vanité. Il aurait voulu qu'on le conseillât lui-même, qu'on l'encourageât, qu'on le soutînt. Il se sentait seul. On lui faisait confiance alors qu'il aurait aimé faire confiance à quelqu'un, suivre aveuglément ses conseils, n'avoir à s'occuper que de son programme d'études. Son père lui avait dit avant son départ, « Va, mon fils, Dieu sera avec toi, il te montrera le chemin. » Sa mère l'avait embrassé tendrement et souriait avec un orgueil naïf. C'était clair, les parents ne doutaient plus de rien. Ils étaient sûrs de sa réussite. Leur fils, tout naturellement, réussirait une fois de plus. Et il serait heureux. Lui savait très bien que s'il échouait, les portes de l'école normale seraient à jamais fermées pour lui, car il était à la limite d'âge exigée pour le concours. Il aurait encore à travailler seul, dans de mauvaises conditions. Ses parents ne pouvaient savoir qu'en cas d'échec, il demanderait à partir en France. Cette idée l'avait hanté tout l'été. En France, il trouverait à s'embaucher en usine comme manœuvre. En Algérie, il était pris dans cette alternative, ou devenir instituteur, ce qui signifiait l'aisance pour toute sa famille, ou devenir berger. À mesure que les jours passaient, le concours paraissait inaccessible et effrayant. Fouroulou, tout en travaillant, se décourageait.
Il se voyait en juin, retournant au village avec ses livres inutiles, son parchemin inutile, accueilli par sa mère en larmes, mais indulgente comme toujours, par son père déçu et misérable. Il imaginait le mépris de tous les autres. Par moments aussi, il se sentait confiant. Il jouait le sort des siens, leur dernière carte. Une semaine avant le grand jour, il se trouvait dans ses dispositions d'esprit. Son père était descendu à la ville pour lui apporter un peu d'argent destiné à assurer ses frais de séjour à Alger. Ils sortirent sur la route nationale et se promenèrent en attendant que passât le camion qui devait reprendre Hamdan. « Tu vas à Alger, » dit celui-ci. « Vous serez très nombreux là-bas. On n'en choisira que quelques-uns. Le choix, c'est toujours le hasard qui le fait. Tu vas à Alger comme tes camarades. Nous, là-haut, nous attendrons. Si tu échoues, tu reviendras à la maison. Dis-toi bien que nous t'aimons. Et puis, ton instruction, on ne te l'enlèvera pas, hein? Elle est à toi. Maintenant, je remonte au village. Ta mère saura que je t'ai parlé. Je dirai que tu n'as pas peur. Oui, tu diras là-haut que je n'ai pas peur.